Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler notamment des composants fondamentaux de Vault et dans une prochaine vidéo, de l'installation de celui-ci au travers d'une démonstration. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que Vault? Comment Vault fonctionne? HashiCorp Vault, c'est un binaire. Ce binaire-là a besoin d'un fichier de configuration pour démarrer. Voici un exemple de fichier de configuration. Dans ce fichier de configuration, on a certaines sections. Comme vous pouvez le voir, on a Storage, Télémétrie ou encore Listener. Si nous nous concentrons d'abord sur la partie Storage, pourquoi Vault a-t-il besoin d'un storage? Alors, Vault, il faut le voir un peu comme un proxy, il va chiffrer, déchiffrer la donnée, s'occuper de l'authentification, etc. Mais il a besoin quand même de stocker cette donnée-là. Donc, on va avoir un choix de ce qu'on appelle de storage backend, mais Vault va aller stocker nos secrets chiffrés, ainsi que la configuration de celui-ci dans ce qu'on appelle un storage backend. Pour la partie listener et pour la partie télémétrie, nous le verrons un peu plus tard, mais ce sont des configurations qui vont nous permettre notamment pour la partie plus opérationnelle de Vault. Si nous faisons un récap, on a d'un côté nos utilisateurs, de l'autre nos applications qui vont interagir avec Vault. Ils vont interagir avec le port 8200 qui est le port d'API de Vault par défaut. Donc Vault va s'occuper de toute la partie authentification, qui a le droit ou pas d'interagir avec les secrets, mais surtout Vault va aller stocker ces secrets chiffrés dans le storage backend. Alors quels sont nos choix de storage backend? Vous avez ici une slide qui représente la majorité des storage backend. Donc probablement, plus le temps va passer, plus on va avoir de storage backend qui seront éligibles à Vault. Mais en attendant, on a quand même une sacrée variété. Donc si on revient sur les fondamentaux. Donc Vault va aller stocker de la donnée où? Dans un storage backend. Cette donnée-là est chiffrée. Elle est chiffrée au travers d'une clé. Comment Vault aujourd'hui est en capacité, au travers de cette gestion de cette clé-là, récupérer cette clé, générer cette clé, etc. etc. Eh bien, toutes ces questions-là nous amènent à ce qu'on appelle le seal mode. Le seal mode, c'est lorsque Vault va aller stocker de la donnée dans ce fameux storage backend qui sera chiffré, et Vault a besoin de générer ces clés-là. Donc on a tout un mécanisme et par défaut, lorsque vous initialisez votre Vault pour la première fois, eh bien vous avez le mécanisme d'unseal key. Donc qu'est-ce que c'est que les unseal keys, etc. Donc ça utilise ce qu'on appelle l'algorithme de Shamir. On ne va pas rentrer trop dans le détail de toute cette partie-là, mais vous allez obtenir plusieurs clés. Cet ensemble de clés est appelé unseal key. Cet ensemble d'unseal key va vous permettre de générer ce qu'on appelle la master key. Donc par exemple, vous avez votre Vault, il démarre, etc. Vous rentrez vos unseal keys, et une fois ce nombre d'unseal keys rentré, vous allez générer votre master key. Au travers de cette master key, Vault va être en capacité de récupérer la clé de chiffrement qui est chiffrée par la master key. Vous l'aurez compris, c'est un mécanisme qui est important surtout pour le démarrage de notre Vault. Il y a une autre partie qu'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos, d'auto-unseal qui nous permet de stocker entre guillemets ces unseal keys dans un mécanisme externe comme un KMS côté cloud provider mais aussi côté HSM qu'on abordera un peu plus tard, mais c'est important de le savoir. Donc pour la partie chiffrement. Qu'en est-il pour la haute disponibilité du Vault? Je veux installer un Vault, je veux m'occuper de la haute dispo, donc comment ça se passe? Donc je vais avoir d'un côté mon Vault qui va avoir son storage backend et je vais avoir donc mon utilisateur qui va se connecter à Vault. Jusqu'à là, tout est OK. Que se passe-t-il si je vais avoir de plus en plus d'utilisateurs et que mon serveur Vault malheureusement tombe en rade ou a un souci? Il faut que j'ai un second serveur Vault, et donc comment ce second serveur Vault va être en capacité notamment de s'authentifier auprès du storage backend, comment il va interagir pour savoir mon serveur Vault principal vient de tomber, comment je fais pour lancer le second, etc., etc. Donc on peut se poser plusieurs questions. Comment peut-on déployer un Vault en haute dispo?
Et pareil, même question sur le storage backend. Si celui-ci tombe, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un storage backend hautement disponible et qui va fonctionner avec notre Vault? Si nous revenons sur les storage backend, donc on a plusieurs storage backend. Parmi ces storage backend, on a des storage backend qui vont être en haute dispo, en high availability, donc faire en sorte que notre service puisse répondre en haute dispo. Et enfin, on a des storage backend qui sont incompatibles à la haute disponibilité de Vault. Donc ce qui nous laisse un choix. Donc si vous partez sur de la haute dispo, donc vous avez le choix qui est à gauche. Pour ceux qui veulent partir sur un nœud simple, sans haute dispo, etc., vous pouvez partir sur le choix de droite. Parmi ces storage backend, certains sont supportés par HashiCorp, et notamment si on se concentre sur la partie de gauche, pour la partie haute dispo, on a Consul et Vault lui-même pour la partie haute dispo en tant que storage backend supporté par HashiCorp. Regardons un peu plus près les différents scénarios d'architecture que nous avons. Le premier scénario, c'est j'ai Consul en tant que storage backend. Donc ce que vous recommande HashiCorp, c'est d'avoir au minimum pour de la haute dispo 3 nœuds Vault et d'avoir 5 nœuds Consul en tant que storage backend. Et même on vous rajoute ici sur les serveurs Vault des consul agents permettant d'interagir avec votre backend avec plus de simplicité. Chaque nœud doit être, pour la partie Vault, sur des data centers ou autres qui sont différents, isolés. Ce qui nous donne à peu près cette architecture-là, où vous allez avoir, globalement, si on se concentre sur la partie Network Vault, vous allez avoir donc le port 8200 pour la partie API, et 8201 qui est en fait le port utilisé pour une communication interne à votre cluster Vault. Il est important de noter que parmi nos 3 serveurs hautement disponibles côté Vault, on a un serveur qui est actif et les autres serveurs qui sont passifs. Et donc si jamais vous avez des requêtes ou ce genre de choses sur ces nœuds passifs, ils vont être redirigés sur le nœud actif Vault. Donc on n'a réellement qu'un nœud qui travaille parmi ce cluster de 3 nœuds. Donc vous allez avoir souvent aussi un besoin d'avoir un load balancer en frontal de vos 3 nœuds. Donc on peut se retrouver avec ce type d'architecture ici présente. Toujours avec votre nœud qui va être actif et les autres qui vont être passifs ou plutôt forwarder ou standby. Deuxième possibilité, c'est pour un storage backend utilisant donc Vault lui-même. Ça change un peu la donne. Vous n'êtes plus sur 3 nœuds Vault, mais vous partez sur 5 nœuds Vault, afin de garantir que la donnée qui va être répartie sur ces différents nœuds vous permettez une perte de 2 nœuds sur ce type d'architecture de 5. On va revenir plus en détail plus tard dans des vidéos YouTube sur cette partie haute disponibilité et comment la mettre en place. Donc à noter que vous pouvez partir sur ce deuxième scénario et dans ce scénario-là, vous pouvez admettre une perte de 2 nœuds maximum et si vous allez au-delà, vous allez avoir de la perte de données. Ce genre d'architecture de scénario est accessible uniquement à partir de la version 1.4 de Vault. Donc si on fait un récap un petit peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'en est-il de la partie pricing? Donc qu'est-ce que nous coûte Vault? Donc comme je vous l'ai dit au tout début de la toute première vidéo, vous avez donc le Vault Open Source et les versions Enterprise. Nous on va se concentrer donc sur le fait que vous partez de la version Open Source pour démarrer. Donc ça va dépendre du nombre de nœuds Vault, donc on l'a vu en fonction du scénario, vous pouvez avoir 3 nœuds Vault si vous avez un storage backend Consul, donc vous allez avoir aussi 5 nœuds pour la partie Consul. Et pour donc le deuxième type d'architecture, donc si vous partez sur du Vault uniquement, vous allez avoir 5 nœuds Vault. Et donc tout va dépendre bien sûr du nombre de nœuds que vous allez avoir, ainsi que la taille de ces nœuds-là. Et enfin, le deuxième critère est tout simplement le storage backend, donc la quantité, le giga que vous allez provisionner, la taille, le nombre de nœuds, etc. etc. Et comme on a pu le voir, dans le deuxième scénario, ou si vous avez déjà de l'existant, ça peut vous coûter pas grand-chose, ou voire rien,
tout simplement, puisque ça va être soit inclus côté Vault, si c'est Vault lui-même qui le porte, ou soit tout simplement vous utilisez de l'existant, donc du mutualisé. Donc, si on se base sur les best practices côté HashiCorp, etc., voici les recommandations en termes de taille, côté Vault et côté Consul. Donc on a deux tailles, hein, small ou large pour démarrer, mais voici quelques exemples. Vous pouvez retrouver plus de détails dans la documentation qu'on vous mettra en description de la vidéo YouTube. Petit key takeaway, histoire de faire un récap de ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc, on a vu ce que c'était que HashiCorp Vault, notamment sur la partie network. Donc, on va avoir deux ports qui vont être utilisés par Vault. Le port 8200, qui va être le port pour la partie API, et 8201 pour plutôt un usage interne au cluster Vault, si vous êtes en haute dispo. Dans votre nœud Vault, vous allez avoir le binaire Vault et de l'autre côté le fichier de configuration qui va être utilisé par ce binaire. On va avoir besoin d'un storage backend. Toute la donnée qui va être stockée dans ce storage backend sera chiffrée et peut être aussi en haute dispo. Donc faites attention, si vous partez sur un Vault hautement disponible, il faut un storage backend qui soit hautement disponible aussi en HA. Côté cluster Vault, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un nœud qui va être actif et les autres nœuds qui seront passifs. Et ces nœuds passifs vont juste forwarder les requêtes sur le nœud qui va être actif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer Vault de plusieurs façons. Et j'espère avoir vos retours, vos commentaires sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.